Après l'attaque de Trump au Venezuela et la menace de s'emparer du Groenland, y compris par la force s'il le faut, Donald Trump a aussi menacé ces derniers jours la Colombie, le Mexique et Cuba. Mais alors pourquoi de telles menaces et sont-elles sérieuses? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Il s'agit de notre hémisphère. Cette phrase, c'est ce que l'on peut lire dans un post officiel du gouvernement américain qui a été publié sur X le 5 janvier. Les États-Unis semblent vouloir imposer leur influence sur tout le continent américain, Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Alors rapidement, pour redonner le contexte et surtout vous donner au passage les dernières informations, le week-end dernier, vous le savez, les États-Unis ont attaqué le Venezuela et enlevé Nicolás Maduro dans une attaque complètement contraire au droit international. Maduro, il était au pouvoir depuis des élections accusées de fraude importante en 2024. Trump affiche aujourd'hui clairement son objectif d'exploiter le pétrole sur place, on va en reparler dans un instant. Et parmi les nouvelles informations, selon le ministre vénézuélien de l'Intérieur, au moins 100 personnes ont été tuées et un nombre similaire blessé lors de l'opération américaine. Autre information par ailleurs importante, depuis l'enlèvement de Maduro, le gouvernement vénézuélien, toujours proche de Maduro, mène une répression très importante. Un décret de l'État ordonne notamment d'arrêter toute personne impliquée dans la promotion ou le soutien de l'attaque armée menée par les États-Unis. Mais ce qu'il faut noter, c'est que des journalistes aussi ont été arrêtés, le tout dans un contexte où les droits de l'homme sont très régulièrement bafoués au Venezuela et dans un contexte aussi où le pays est aujourd'hui l'un des pires en matière de liberté de la presse, classé 160e sur 180. Bon, mais je le disais, c'est le sujet du jour, à peine 48 heures après l'attaque, le président des États-Unis a menacé plusieurs autres pays et ces menaces, elles ne sont plus prises à la légère et elles font craindre chez certains chefs d'État sud-américains une nouvelle forme d'impérialisme. Alors de quel pays parle-t-on? Eh bien déjà dimanche dernier, Trump a notamment affirmé que le régime cubain semble être sur le point de s'effondrer. Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, donc en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères pour les États-Unis, eh bien Marco Rubio a ajouté que s'il vivait à La Havane, qui est donc la capitale de Cuba, et s'il faisait partie du gouvernement, il serait au moins un peu inquiet, laissant entendre que les États-Unis pourraient aussi intervenir à Cuba. De son côté, le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a qualifié l'attaque contre le Venezuela de brutale et perfide et l'enlèvement de Maduro d'inacceptable, de vulgaire et de barbare. En fait, il faut savoir que Cuba est un allié historique du Venezuela et que Cuba entretient des relations extrêmement tendues avec les États-Unis depuis plus de 60 ans. Alors, on va pas revenir sur toute l'histoire du pays, mais pendant la guerre froide notamment, le gouvernement cubain, qui était alors dirigé par le révolutionnaire communiste Fidel Castro, a notamment totalement tourné le dos aux États-Unis et s'est rapproché de l'URSS, leur ennemi juré à l'époque. Cette situation, elle avait mené les États-Unis à imposer un embargo économique sur Cuba, un embargo qui, il faut le savoir, est toujours en vigueur aujourd'hui, ce qui freine donc le commerce et les investissements sur l'île, une île qui aujourd'hui fait face à une très grande crise économique. Alors, depuis l'enlèvement de Maduro, Donald Trump affirme que sans les revenus qui viennent du pétrole vénézuélien et que les États-Unis entendent désormais contrôler, eh bien Cuba risque d'avoir beaucoup de difficultés à tenir le coup, puisqu'il faut savoir que jusqu'ici, eh bien Cuba dépendait énormément justement de ce pétrole venant du Venezuela. C'est ce qui fait dire au président américain qu'il estime ne pas avoir besoin d'intervenir dans le pays. Il estime que le gouvernement cubain va tomber de lui-même. Mais Cuba, ce n'est pas le seul pays de la région à être menacé. Donald Trump a également mis en garde la Colombie, un pays voisin du Venezuela, considéré comme un point important du trafic de drogue. Lors d'un échange avec des journalistes il y a quelques jours, Trump a déclaré qu'une opération militaire en Colombie lui semblait une bonne idée. Il a aussi déclaré que Gustavo Petro, donc le président de gauche de la Colombie, devait, je cite, faire gaffe à ses fesses, déclarant aussi que la Colombie est, je cite, dirigée par un homme malade qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Des propos clairement et ouvertement mensongers, puisque la politique de Gustavo Petro, elle fait débat en Colombie. C'est un débat dans les présidents successifs sur la façon de gérer et de lutter contre le trafic de drogue. Et Gustavo Petro, même si les moyens sont différents de son prédécesseur, affiche clairement un objectif de lutter contre le trafic de drogue. Faut savoir que Gustavo Petro, donc le président colombien, il est en réalité particulièrement critique des actions militaires de Trump dans la région. Alors cela dit, après ces montées de tension ces dernières heures, Donald Trump a annoncé ce mercredi, après un appel téléphonique avec le président colombien, qu'il allait le recevoir à la Maison Blanche, je cite, dans un futur proche. Alors on connaît l'historique maintenant de rencontres très tendues à la Maison Blanche, on pense évidemment à la rencontre entre Zelensky et Trump il y a quelques mois. Il faudra donc
savoir quelle est la teneur des discussions entre la Colombie et les États-Unis dans les prochains jours et s'il y a effectivement une forme d'apaisement. La troisième menace de Trump maintenant, elle a été portée sur le Mexique. Trump estime que le pays doit, je cite, se ressaisir car selon lui, les drogues affluent et les États-Unis vont donc, je cite, devoir faire quelque chose. Faut savoir que Trump a notamment réaffirmé son option de déployer des militaires américains directement dans le Mexique contre les cartels mexicains, ce à quoi Claudia Sheinbaum, qui est la présidente du pays, a répondu que le continent américain n'appartient, je cite, à aucune doctrine ni à aucune puissance. Mais alors pourquoi tant de déclarations hostiles envers d'autres pays en si peu de temps? Alors on va pas revenir sur toutes les raisons parce qu'il y en a beaucoup, mais la première raison qui revient beaucoup, c'est évidemment cette forme d'impérialisme liée aux ressources stratégiques. Donald Trump considère par exemple que le Venezuela est un élément important pour les États-Unis et souhaite donc capter le pétrole qui s'y trouve. C'était un secret de Polichinelle depuis plusieurs semaines, on en avait parlé sur la chaîne, mais maintenant Donald Trump l'assume lui-même. Il faut aussi noter que lorsqu'il cible la Colombie ou encore Cuba, alors Cuba c'est un ennemi historique on va dire depuis plusieurs décennies des États-Unis. La Colombie, on l'a dit, Gustavo Petro, c'est un président de gauche opposé à Trump aujourd'hui. Or Trump ces derniers jours a affirmé qu'il souhaitait très clairement avoir des good neighbors autour de lui, autrement dit des bons voisins. Et venant de lui, ça veut dire très concrètement des personnes qui sont alignées politiquement avec sa vision. Plus largement en fait, Donald Trump semble vouloir remettre au goût du jour la doctrine Monroe. Alors cette doctrine, qu'est-ce que c'est? Elle a été mise en place par les États-Unis au 19e siècle et elle affirmait notamment que les Amériques, nord et sud, doivent rester sous l'influence des États-Unis. Alors lui réhabilite cette doctrine-là, mais il parle de doctrine Donroe, un jeu de mots donc entre Monroe et Donald. Il semble donc en fait vouloir concurrencer l'influence grandissante de la Chine qui investit ces dernières années de plus en plus en Amérique du Sud. En tout cas, ces manœuvres continuent à faire réagir, même si on l'a dit au Venezuela, il y a eu un certain nombre de scènes de joie chez ceux qui souhaitaient depuis longtemps le départ de Maduro après des violations importantes de droits de l'homme ou encore des non-respects de scrutin libre. Il y a eu aussi beaucoup de mots d'inquiétude de la part notamment de chefs d'État et de responsables internationaux. Antonio Guterres, par exemple, le secrétaire général de l'ONU, s'est inquiété, je cite, d'un dangereux précédent et il a appelé au plein respect du droit international. Emmanuel Macron aussi déclare désormais que les États-Unis, je cite, s'affranchissent des règles internationales et, je cite, se détournent progressivement de certains alliés, évoquant aussi une agressivité néocoloniale de plus en plus en vigueur dans les relations diplomatiques. À noter aussi, on en reparlera beaucoup plus en détail cette semaine, que Donald Trump a également menacé de frapper très durement l'Iran si des manifestants venaient à être tués par les autorités iraniennes. En fait, pour le contexte, il y a des mobilisations contre la vie chère qui ont débuté il y a un peu plus d'une semaine maintenant, sauf que clairement aujourd'hui, ces manifestations déjà, elles prennent une ampleur importante et surtout en fait, c'est une occasion beaucoup plus large de manifestations contre le régime islamique en place. Beaucoup de personnes qui manifestent donc contre le régime autoritaire, il y a de nombreuses ONG et agences de presse qui ont déjà annoncé plusieurs morts dans le cadre de ces manifestations. On aura donc l'occasion de reparler plus largement et au-delà d'ailleurs de Trump, de ce qui se passe précisément en Iran. Allez, je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec un point sur les actions des agriculteurs en France. Une centaine de tracteurs sont entrés dans Paris ce jeudi matin à l'appel du syndicat de la coordination rurale. Ils ont rejoint la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe avant de se rassembler devant l'Assemblée nationale malgré un arrêté préfectoral interdisant l'accès aux tracteurs dans certaines zones de la capitale. Ils réclament le retrait du futur accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur et une meilleure gestion de la dermatose nodulaire infectieuse par le gouvernement. À midi, 25 personnes étaient placées en garde à vue et 10 tracteurs à la fourrière selon la coordination rurale. D'autres actions ont aussi eu lieu dans d'autres régions de France, notamment à Rodez dans l'Aveyron, où les accès à la ville étaient bloqués. En tout cas, les agriculteurs ont été reçus à 14h par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et la FNSEA, le principal syndicat agricole, réclame du Premier ministre, je cite, un signal très fort. Deuxième actu, la tempête Goretti, qualifiée de bombe météorologique par les météorologues, s'apprête à frapper le nord de la France dans la nuit de jeudi à vendredi et la matinée de vendredi. De fortes rafales de vent, allant jusqu'à 160 km/h, sont attendues sur les côtes du Cotentin dans la Manche. L'épisode le plus violent de la tempête aura lieu dans la nuit, avant de laisser place à un temps plus calme en cours de journée. D'ailleurs, Météo France a placé le département de la Manche en vigilance rouge pour des vents violents de 21h à 3h ce jeudi 8 janvier. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte pour les vigilances météorologiques. La vigilance rouge est déclenchée lorsque des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus selon Météo France. Les conséquences de ces épisodes violents peuvent être nombreuses, de fortes perturbations sur les routes, sur le réseau ferré aérien et le transport maritime, mais aussi des dégâts importants sur les réseaux d'électricité et de téléphonie qui peuvent durer plusieurs jours. Sinon, 32 départements sont placés en vigilance orange ce vendredi, notamment tout le quart nord-ouest, principalement
option pour vent et parfois vague submersion. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a demandé, je cite, à toutes les personnes concernées de faire très attention au niveau de leurs déplacements. On suivra ça. Troisième actu, les États-Unis se sont retirés de 66 organisations internationales, dont le GIEC, le comité d'experts de l'ONU sur le climat, après un décret signé par le président américain Donald Trump dans la nuit de mercredi à jeudi. Parmi les autres organisations, on retrouve la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est le fondement des accords climatiques internationaux qui reconnaît l'existence et les impacts du changement climatique. Le gouvernement américain a affirmé que ces organisations, je cite, agissent à l'encontre des intérêts, de la sécurité ou de la souveraineté américaine. En tout cas, cette annonce a suscité une forte critique internationale. Des experts et acteurs climatiques estiment que l'absence des États-Unis dans ces forums va affaiblir les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique et diminuer la coordination des réponses collectives aux défis planétaires. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, demandé en 2025, devrait quant à lui être effectif à partir de la fin du mois de janvier. Quatrième actu, un agent de la police de l'immigration américaine, l'ICE, a tué une femme au volant de son véhicule lors d'une opération ce mercredi à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, au nord des États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le secrétariat à la sécurité intérieure, qui évoque un acte de légitime défense. Cette version est contestée par des responsables politiques locaux qui s'appuient notamment sur des vidéos de la scène diffusées sur les réseaux sociaux. Donald Trump a quant à lui soutenu l'agent, estimant qu'il a tiré en légitime défense. Il a également accusé, je cite, la gauche radicale de menacer et d'attaquer quotidiennement les forces de l'ordre, ce qui justifierait selon lui ces incidents. Il s'agit de la 5e personne tuée lors d'opérations anti-immigration menées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a instauré une politique très stricte en matière d'immigration aux États-Unis. De nombreuses ONG reprochent à la police de l'immigration américaine d'adopter des pratiques abusives et de violer gravement les droits humains. 5e actu, il existe un lien entre une consommation élevée de certains additifs présents dans les aliments et une augmentation du risque de cancer et de diabète, selon 2 études françaises de l'INSERM publiées ce jeudi. Alors les additifs, ce sont des substances ajoutées à un produit afin de prolonger sa conservation ou d'en améliorer l'apparence et la texture. Ils sont très présents dans les plats préparés, les sodas, les pâtisseries industrielles ou encore les charcuteries. Pour mener à bien leur étude, les recherches se sont appuyées sur la cohorte Nutrinet Santé qui a suivi plus de 100 000 adultes entre 2009 et 2023. La première étude recense 4226 cancers, dont 1208 cancers du sein, 508 cancers de la prostate et 352 cancers colorectaux qui se développent dans le côlon ou le rectum. La deuxième étude a identifié 1131 cas de diabète de type 2. Les personnes les plus exposées aux additifs présentent un risque plus élevé de développer la maladie, entre 40 et 49%. En 2024, plus de 700 000 produits alimentaires contenaient au moins un conservateur alimentaire selon les données de Open Food Facts. Et on termine avec cette actu, des fossiles préhumains vieux de 7773 ans ont été découverts au Maroc. Il s'agit de mâchoires, de vertèbres et d'un fémur retrouvés près de la ville de Casablanca. Ces fossiles ne viennent pas d'espèces d'Homo sapiens, le nom scientifique de notre espèce, mais plutôt d'une espèce disparue qui a le même ancêtre commun que les humains. Et l'avancée majeure de cette découverte, c'est le fait de savoir que cette espèce existait en même temps que l'Homo sapiens, et ça confirme donc le fait que plusieurs espèces humaines cohabitaient déjà il y a 773 000 ans. C'est donc une avancée majeure qui permet de mieux connaître le rôle de l'Afrique du Nord dans l'histoire de l'humanité. Actuellement, il existe peu de fossiles humains de cette période découverts en Afrique. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je prends toujours vos retours, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou autre, à les mettre. On va continuer à améliorer ce format cette année. Merci d'être chaque jour plus nombreux, merci pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.